On m'a gardé sous surveillance vidéo 24 heures sur 24 pendant une période de 10 jours. Ils ont collecté beaucoup d'informations et de données à chaque instant. Je trouve particulièrement important d'avoir une approche scientifique totalement conventionnelle face aux questions soulevées par ce phénomène. Mon nom est Michael Werner. J'ai suivi le processus respirianiste de 21 jours en janvier 2001. Et je ne mange plus depuis. En tant que scientifique, on doit se demander comment est-ce possible? Qu'est-ce que je peux dire à mes collègues ou dans les cercles scientifiques? Ou bien, est-ce que je vais me ridiculiser? En plus, il faut que le phénomène soit traité avec sérieux. À l'origine, c'est un culte New Age que je ne comprends pas toujours et avec lequel je ne suis pas toujours d'accord. Un matérialiste endurci dirait « non, merci ». Mais je ne peux pas modifier le déroulement des événements. Ma première expérience a été soudaine et abrupte. C'était il y a 6 ans. Mon fils s'est marié et une vieille amie de la famille s'est installée chez nous. Elle avait renoncé à la nourriture et nous lui avions demandé quel était le problème. Rien, avait-elle dit. Elle avait simplement choisi de se convertir à la nourriture prana. Ça m'a époustouflé et remué émotionnellement. Et puis elle m'a parlé du livre de Jas Mohin. Je l'ai lu, mais je n'étais pas fasciné plus que ça. 6 mois après, j'ai décidé d'essayer. J'ai suivi le processus de 21 jours. Et je vis de cette manière depuis. La manière dont le livre en parlait m'a semblé délicat. Et je n'avais jamais éprouvé de penchant spirituel ou divin. Du moins, pas directement. Mais la 3e nuit, j'ai senti un changement. Lorsque je me suis levé le 4e jour, j'ai senti que je n'étais plus en train de jeûner. C'était tout simplement évident. C'était comme si j'avais mangé et que je me sentais rassasié. Je n'étais pas exactement euphorique sur la question, mais j'ai compris qu'il allait le faire. Parce que c'est un chercheur et parce qu'il s'intéresse aux phénomènes qui repoussent les limites de la raison en rapport à lui ou à toute chose. Et comment se déroulent vos repas? Nos repas sont constitués d'aliments que la plupart des gens mangent et mon mari s'assoit et boit quelque chose. Ça, c'est l'aspect social. On se réunit autour d'un repas, on parle, on boit. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est manger. Et avant, c'était quel type de mangeur? Il adorait manger. Et il mangeait beaucoup. Je me sens très bien depuis que j'ai arrêté de manger. Cela me fait du bien. Je le sens. Le seul prix à payer est de ne pas manger. Je me sens en bonne santé et en pleine forme. Et je pense que je suis bien plus performant qu'avant, en termes d'endurance ou de force. Plus je sollicite mon corps, plus je me sens fort. Mes cheveux poussent, ma barbe, mes ongles. Comment expliquer cela? D'où est-ce que cela vient? Généralement, on pense que quand on mange, on absorbe des substances, on les digère, on les réduit en petits morceaux de Lego qui se réassemblent et notre corps est heureux et satisfait. Il y a de la vérité en cela. Mais la question est, y a-t-il une alternative? Mon nom est Thomas Stockley et je suis un des amis critiques de Michael Werner.
J'observe son mode de vie étrange. J'y fais référence avec scepticisme, mais aussi un grand intérêt. Je le trouve extrêmement fascinant. Lorsqu'un scientifique entend parler de respirianisme, il devrait être enthousiaste à l'idée de l'étudier et se demander qu'est-ce qui se passe, comment est-ce possible? C'est pour cela que je voulais travailler avec Michael Werner, pour arriver à trouver des preuves scientifiques. Nous savions tous les deux que si nous parlions d'alimentation prana et de respirianisme, il serait difficile d'obtenir une autorisation. Mais j'ai été choqué par la force de l'opposition, ou le mécanisme de défense, comme je l'appelle. Nous avons soumis notre étude au comité d'éthique, mais elle n'a été approuvée qu'au bout de 2 ans. L'expérience a eu lieu il y a 1 an et demi, 10 jours sous surveillance médicale. Ils ont fait en sorte que je ne puisse absolument rien manger. Ma chambre était dans l'unité de soins intensifs. Je ne pouvais pas partir, les fenêtres étaient closes. Faire l'évaluation des données obtenues n'était pas si compliqué. À ce moment-là, on m'a dit qu'un rapport serait publié dans 3 ou 4 mois. Et en effet, c'était une de mes conditions, qu'il publie les résultats, quels qu'ils soient. Et maintenant, 1 an et demi ont passé depuis et les résultats n'ont toujours pas été publiés. J'ai trouvé les résultats plutôt étonnants, presque décevants. J'avais perdu du poids pendant les 10 jours. Il a perdu un peu de poids lorsqu'il était là-bas. C'était toujours incroyable car la quantité de poids qu'il a perdu était minime. Mais on a aussi enregistré une augmentation des corps cétoniques qui indique le jeûne. Je ne peux que deviner ce qui s'est passé. Les conditions étaient difficiles car pendant 10 jours, je n'ai respiré que de l'air conditionné. Je pouvais réellement sentir la différence. Donc, nous avons prévu une 2e expérience en éliminant ce facteur. Deux ans après notre première rencontre, je rends visite au docteur Werner au lac de Neuchâtel où il est en vacances. Pas grand-chose n'a changé. Il ne mange toujours pas. L'étude de Berne n'a toujours pas été publiée, mais il a participé à une autre expérience à l'université de Prague. L'étude à Prague a été programmée car l'étude de Berne n'avait toujours pas été publiée. Alors je me suis dit, passons à autre chose et recommençons depuis le début. Et nous avons conclu que tout ce qui serait documenté serait publié. À la fin de l'expérience, l'homme qui était chargé de l'étude a dit « Nous n'allons pas la publier » et il n'a donné aucune explication. C'est comme ça que le monde scientifique réagit. Il dit « Soit c'est un fou et nous avons un problème, ou alors il a raison et nous avons aussi un problème. Alors il vaut mieux ne pas y toucher. » L'homme chargé de l'étude m'a repoussé à plusieurs reprises en refusant de faire un commentaire filmé. La même chose avec le médecin en chef à Berne. Bien sûr, au final, ils considèrent ce phénomène comme une menace envers leur vision du monde et celle de la médecine allopathe. La médecine allopathe ne réagit pas de façon scientifique, telle qu'on pourrait l'attendre d'un physicien ou d'un chimiste. Si un physicien déclare « les signes sont blancs », ceci est une hypothèse. S'il trouve une centaine de milliers de signes blancs, c'est toujours une hypothèse. Lorsqu'ils trouvent un signe noir, ils font des tests pour vérifier qu'il n'est pas teint. Et si c'est réel, c'est la fin de l'hypothèse. Il suffit d'un signe. Vous avez raison. Si cela était possible en principe, qu'un homme ou 100 000 puissent le faire, cela perturberait de nombreuses théories et la science devrait revoir sa manière de penser.
Je ne dis pas d'arrêter de manger, de boire. Ce n'est pas l'essentiel. Je dis juste qu'à travers le respirianisme, les gens commencent à revoir leur relation avec la matière et avec l'acte de manger et de boire.